Poursuite de l'opération de relogement des familles déguerpies de Plein-Oreti dans la commune de Ntoum-Bikelenzon. Sur le terrain, le directeur général de la Société nationale immobilière pour faire le constat de la mesure gouvernementale du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. La ville de Kigali au Rwanda a abrité le sommet de l'aviation Africa 2025, une rencontre aéronautique pour revisiter les questions sécuritaires et de formation des acteurs dans ce domaine. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Gabon Première dans le cadre de votre principale édition d'information de la mi-journée. On ouvre ce journal par l'actualité du chef de l'État, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. En image, retenez que le chef de l'État a quitté Libreville ce matin pour Malabo, la capitale de Guinée équatoriale, où il prendra part à la 7e réunion semestrielle de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales placées sous la présidence de João Lourenço, le président de l'Union africaine, et de Teodoro Obiang Nguema, le président de la CEEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Nous y reviendrons en détail avec nos confrères de la presse présidentielle. Remise officielle des logements dans la zone de Bikelenzon au déguerpi de Plein-Oreti par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema. Notez que le directeur général de l'ASNI a effectué une visite de terrain pour une mission de contrôle. On voit tout cela avec Evra Mbani Pitake et Richard Moubiwa. Il s'est agi pour le directeur général de l'ASNI, Herman Kamonomono, de procéder à la vérification de la présence des occupants dans les villas de la cité de Bikelenzon. 260 familles sont en train d'être relogées sur 1000 logements sortis de terre pour cette deuxième vague des déguerpis de Plein-Oreti. Aujourd'hui, nous avons donc fait le tour du propriétaire avec les nouveaux propriétaires pour donc constater qu'effectivement, ils sont en train d'occuper leur logement. Il s'agit donc du premier groupe des occupants et nous avons aussi voulu donner des directives donc, à ces nouveaux occupants pour la phase administrative, donc la signature des conventions avec la Société nationale immobilière en vue de l'obtention future donc, de leur titre de propriété. Cette action sanitaire vient matérialiser la politique sociale du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je suis content. Je remercie le chef d'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, pour le bonheur qu'il a donné à ma famille. Je suis dans l'émotion. Sinon, je remercie le président de la République qui a pensé à nous reloger. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant. Soyez remerciés, Monsieur le Président de la République. Sur le volet éducatif, des dispositions ont été prises par les autorités compétentes. Le complexe scolaire public de Nzong, c'est-à-dire l'école primaire, pré-primaire et le CS, ces établissements sont prêts à accueillir les enfants qui viennent s'installer sur site. Dès la semaine prochaine, l'ASNI entend poursuivre cette opération de relogement. Voilà, vous l'avez compris, cette opération va se poursuivre pour toutes ces familles déguerpies de la zone dite Plein-Oreti. On poursuit dans le volet social avec l'association Cri des femmes aveugles du Gabon qui a procédé hier matin à la salle des fêtes de Bad-Guégué de Libreville au lancement officiel de ses activités. C'était une cérémonie ponctuée par l'installation de la nouvelle présidente de cette structure associative. On en parle avec Jean de Dieu Goms Gombi, Médard Engeng. Voici Larissa Nongo, native de la province de Langounier, 30 ans révolue, et la nouvelle présidente de l'association Cri des femmes aveugles du Gabon. Elle a été portée à la tête de celle-ci au cours d'une cérémonie coprésidée par les autorités des ministères de la Femme, des Affaires sociales et l'Hôtel de Ville de Libreville. Nous sommes convaincus que chaque personne, quel que soit son degré de handicap, a le droit de participer pleinement à la vie sociale, économique et politique de notre pays. Je voudrais nous encourager tous à militer pour que chaque jour les inégalités sociales soient réduites.
Cette structure associative a pour but de défendre les droits des femmes aveugles ainsi que leur progéniture. Nous avons besoin que les autorités sachent qu'il y a une très grande précarité, qui n'a pas encore de voix, qui n'a pas encore l'opportunité de s'exprimer. C'est la cécité. La CEFAM, c'est une voix, un appui et un moteur d'action pour les femmes aveugles et malvoyantes de notre pays, afin qu'elles trouvent leur juste place dans le tissu social, économique et culturel. Cette étape fondatrice marque un nouvel élan de notre engagement collectif. Au terme de cette cérémonie, le ministère des Affaires sociales, via sa direction générale, a procédé à la remise symbolique des cannes anglaises à l'endroit des membres de cette organisation non gouvernementale. Le volet éducation et formation pour la suite de cette édition d'information en images fin hier au complexe Alibandin des travaux de l'atelier de formation des formateurs en APC approche par les compétences de base dans le secondaire. Durant 48 heures, inspecteurs, conseillers pédagogiques et enseignants ont été outillés sur l'utilisation des nouveaux manuels de la collection Concorde dans le secondaire et l'insertion de l'APC. Je vous invite à écouter à cet effet 2 experts sur la question. Nous sommes dans la science et dans la science, ça a été prouvé au primaire que l'APC a apporté une plus-value dans l'efficacité du système éducatif sur la base des résultats au primaire. Et en comparaison, dans la comparaison internationale, vous savez que les études du PASEC ont montré que nous avons de la qualité dans notre système éducatif. Et donc, l'arrimage de l'APC vers le collège est très attendu parce que, justement, les élèves du primaire qui étaient en APC, quand ils se retrouvaient au collège, ils étaient complètement désemparés par les méthodes pédagogiques, y compris les méthodes d'évaluation. L'enseignement de physique-chimie vise à susciter des qualités particulières chez l'apprenant, notamment l'esprit d'initiative, l'esprit critique, la ténacité, la créativité. L'APC est vraiment le bienvenu. En ce qui concerne la phase exploitation des manuels, en physique-chimie, nous avons opté pour la démarche d'investigation parce que cette démarche met l'élève non seulement au centre de son apprentissage, il co-construit avec son enseignant. Poursuivons avec cette série de soutenances de fin de formation à l'Institut technologique d'Ovendo. Elles ont permis d'évaluer les étudiants sur plusieurs thématiques telles que les dangers liés aux huiles de vidange usagées dans les garages et la gestion de la logistique au sein de la CETRAG. Gabriel Guilan-Lemami, Pierre Claver est là. Je me suis dit que comme je suis à Fort-Court, comme il y a une différence, il n'y a pas besoin de noter les différentes filières qu'il y a dans l'ETS. L'Institut de technologie d'Ovendo abrite pour la énième fois les soutenances de fin de cycle pour l'obtention du diplôme de licence professionnelle. Un processus d'évaluation qui permet aux étudiants de présenter les connaissances et compétences acquises durant leur stage et ce devant un jury. Nous avons eu 18 candidats en STI répartis entre génie électrique, génie mécanique et QHSE et 17 en logistique, donc gestion logistique et transport. Parmi les thèmes défendus par les étudiants, on note l'état des lieux de la gestion des huiles usagées par les garages, le cas de la commune d'Ntoum. L'impétrant a, dans son travail, proposé des pistes de solutions sur cette question en rapport avec l'environnement et la santé. Les garagistes ne sont pas informés sur les pratiques qu'il faut faire. Pendant une vidange, il y a des bacs de rétention. Beaucoup de garagistes n'ont pas de bacs de rétention. Ils font ça avec des bidons. Entre autres sujets abordés, la gestion de la logistique au sein de la CETRAG et l'ARTEF, l'autorité de régulation du transport ferroviaire. Mon opinion personnelle est assez partagée, mais je tiens quand même à dire que les deux entreprises jouent pleinement leur rôle. Ces soutenances sont en outre le fruit des partenariats existants entre l'ITO
et les entreprises implantées dans la commune d'Ovendo. Notamment la mairie et bien d'autres entreprises. Au sortir de ces soutenances, les étudiants, pour la plupart étant déjà des professionnels, rejoindront leur lieu de travail et d'autres seront certainement retenus au sein des différentes entreprises où ils ont passé leur stage. Toujours dans ce volet, en images également, on parle du matériel pour les lycées techniques. Restés longtemps sans équipement, il faut dire que le gouvernement s'attelle à doter ces lycées techniques d'un équipement technique moderne pour les rendre plus opérationnels. À l'exemple de cette réception d'un premier lot de machines pour ceux de l'intérieur du pays. La réception a été faite par la ministre d'État, Camélia Ntoutoum-Leclerc. Je vous invite à écouter l'un des techniciens de la logistique transport Ovendo. Nous avons besoin du matériel. Donc, Madame le ministre, si on peut vraiment revoir ça, parce que le matériel ici, c'est quelque chose qui est indispensable pour les techniciens que nous sommes. Et un technicien sans matériel, c'est un technicien qui ne reflète pas le technique. On est donc considérés comme les élèves de l'enseignement général. Ce matériel existe, comme vous avez constaté avec Madame la ministre, le matériel est déjà sur place. Et il y a un autre volume de matériel qui est déjà arrivé au port de Ovendo, qui est en cours de dédouanement. Parmi ces conteneurs, il y a du matériel qui est destiné pour le lycée technique. Ce matériel sera mis à disposition de nos élèves dans les établissements. Pour ce premier lot, nous avons le lycée technique de Port-Gentil et celui de Mwanda, et le centre professionnel de Port-Gentil. Des machines à presse, des meuleuses et ensuite des machines à bois, à scier du bois. Voilà, nous allons nous rendre à présent au centre de formation spécialisé d'Uncoc, au PK 27. Là-bas, les stagiaires ont eu droit à plusieurs formations spécialisées dans des entreprises locales. On écoute ce reportage de Lardi Ngemamba. Ils sont près d'une centaine, certains en situation de décrochage scolaire, mais animés par le désir d'apprendre un métier. La formation professionnelle se présente aujourd'hui comme un véritable rempart à la problématique du chômage au Gabon. Au centre de formation des métiers de bois d'Uncoc, la réinsertion des jeunes occupe les esprits. Le jeune concerné par cette formation est un jeune en situation de décrochage scolaire. Il s'agit de permettre à ces jeunes qui se sentent perdus, qui pensent que leur vie s'est arrêtée parce qu'ils ont arrêté l'école, de leur donner l'occasion de découvrir qu'il y a encore une brèche, qu'il y a des métiers qu'ils peuvent embrasser et leur permettre de gagner dignement leur vie. Plusieurs domaines de formation porteurs s'offrent à eux. Des formations bénéfiques qui préparent ces jeunes à des métiers concrets. Mais le bois, par exemple, il y a déjà un métier qui est aussi vieux que le monde. La menuiserie, la charpenterie. Nous avons des métiers dans la mécanique d'ascenseur. Nous avons des métiers dans la charpenterie coffrage. Nous avons des métiers dans le métal à l'hiver. Nous avons des métiers comme la plomberie, qui sont des métiers où en voici, on a une tension en termes de main-d'œuvre. Donc il en manque. Le centre de formation bois BTP, c'est un centre qui constitue presque tout le corps de métier dans le bois, le bâtiment et les travaux publics. Je suis venue suivre la formation aujourd'hui pour apprendre un métier, pour que dans l'avenir, ce métier puisse se mettre utile. Le métier du bois, c'est aussi intéressant. C'est des matières premières, il faut transformer parce qu'il n'y a pas vraiment d'usine qui transforme le bois au Gabon. Donc si je peux commencer à rentrer, et j'espère que d'autres jeunes Gabonais pourront le faire, ça pourra aider le pays à se développer. Donner à la jeunesse la chance de toucher du doigt les réalités et les opportunités du travail, c'est réduire le taux de chômage chez les jeunes. Pour la suite de ce journal, sachez que le sommet Aviation Africa 2025 a tenu ses assises dans la capitale rwandaise. La délégation gabonaise n'est pas passée inaperçue. Composée de figures clés du secteur aéronautique national, elle incarne une vision renouvelée de la place du Gabon dans l'aviation régionale et sous-régionale. Léa Virginie Atsam, Francis Mbanja. Plusieurs acteurs gabonais ont pris part au forum Aviation Africa 2025 dans la capitale rwandaise. Parmi les figures remarquées, Pauline White, Jean-Jacques Assoumou, pilote de ligne chevronnée, et Serge-Olivier Ndikwe, reconduit au sein du comité d'organisation du sommet Aviation Africa pour la 5e année consécutive. C'était un honneur pour moi, c'était un honneur pour ma nation de faire partie du bureau qui organise ces sommets à travers l'Afrique, le groupe Times Square à Londres.
agréablement surpris de constater que des compatriotes à titre privé ont été invités à y prendre part à cet grand événement panafricain. Et je dis et j'espère que la proposition faite à la République gabonaise pour l'organisation du prochain sommet à Libreville soit effective. La présence de cette délégation gabonaise à Kigali, à l'un des forums les plus importants d'Afrique, traduit une volonté, celle de structurer l'écosystème aéronautique national. Le Forum Africa Aviation rassemble les entreprises, qui rassemble les PME, qui rassemble les start-up innovantes de notre écosystème. Et donc, il nous fallait bien évidemment être là pour être à même de l'actualité dans notre domaine de prédilection. C'est une opportunité qu'ils nous offrent parce qu'ils ont prévu proposer au Gabon l'organisation du même forum, ce qui fait que notre approche ici déjà, ce qu'on a vu sur place, on a la possibilité de pouvoir nous-mêmes maintenant essayer de faire la même chose qui permettra au Gabon de réunir un panel d'experts dans le domaine de l'aviation au niveau de l'Afrique et du monde. Avec une Afrique de l'Ouest déjà bien positionnée, l'Afrique centrale et le Gabon en particulier entendent bien cette fois-ci ne pas rester au sol. De la santé également au menu de cette édition d'information. Le centre hospitalier régional de Mouila a récemment lancé les activités de son service d'imagerie médicale sur le scanner installé par la tutelle, un nouveau service spécialisé qui vient rehausser la qualité des prestations sanitaires dans cette unité de soins de la province de Langounié. On en parle avec notre correspondant régional, Maël Mamouda. La santé figure parmi les projets prioritaires de la politique du gouvernement de la République portée par le professeur Adrien Mougogo. Et ici au centre hospitalier régional de Mouila, cette politique est rendue visible à travers l'ouverture d'un service d'imagerie médicale à base du scanner. L'installation d'un scanner au centre régional de santé de Mouila aujourd'hui répond donc à la préoccupation d'élargir les prestations de soins de qualité sur l'ensemble du territoire avec pour objectif de rapprocher l'offre de soins aux populations de l'intérieur du pays. Le lancement des activités d'imagerie médicale à partir d'un scanner dans la localité de Mouila répond à la mise en œuvre de l'axe 2 du plan national des développements sanitaires du ministère de la Santé qui parle de progresser vers la couverture sanitaire universelle, considérée comme une priorité pour les plus hautes autorités. En effet, dans notre plan national de développement sanitaire, il est écrit « Pour une diminution conséquente des taux de mortalité et de morbidité dans la population générale, il est premièrement assuré à tous un accès équitable à des prestations de santé de qualité. » Une véritable opportunité pour les malades qui, de par la situation géographique de la ville de Mouila sur la carte du Gabon, bénéficieront de ce service moderne initiative du président de la République, chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes très heureux parce qu'on était très limité avec la radio standard et là, ça va vraiment nous aider. On ne pourra plus évacuer des patients pour des AVC, on pourra le faire désormais ici. L'ouverture du service de l'imagerie médicale à base du scanner au CHR de Mouila est un véritable atout dédié à l'amélioration des soins de santé des populations locales et riveraines dans cette partie du Gabon. De la religion également avec la paroisse Notre-Dame de Rosaire de l'Anomba qui célèbre ses 40 ans et pour célébrer l'événement exceptionnel, un programme de festivités a été prévu, plusieurs activités, notamment le cross des fidèles de cette paroisse, un instant sportif qui a réuni plusieurs fidèles. On regarde. Cette célébration est une étape importante de cet héritage des fidèles. 40 années ponctuées par de profondes évolutions qui méritent d'être célébrées comme il se doit. L'Église a fait son chemin. Comme vous l'avez constaté, nous avons passé l'étape de la chapelle qui n'était qu'une chapelle à l'époque. Les prêtres n'étaient même pas installés ici. Cette chapelle est devenue une église. Et puis, nous avons réalisé autour de cette église le presbytère qui accueille actuellement les prêtres de notre paroisse. Et à côté du presbytère, nous avons réalisé des salles de catéchèse et des bureaux. Au programme des festivités, la première course à pied qui a rassemblé les fidèles. Ce n'est pas une course de compétition, c'est une occasion pour tous de transpirer. Point de départ sous une fine pluie
le port à bois d'Ovendo. Un moment de solidarité et de plaisir de l'effort. Parmi les coureurs, loin devant, le curé de la paroisse. J'invite tout le monde à faire du sport, c'est pour la santé, le bien-être, l'équilibre aussi. Et juste derrière lui, le délégué spécial. Féru de cette discipline, il ne s'est pas fait prier pour y participer. Oui, le sport c'est la santé. Je recommande à tout le monde de faire du sport. Parce que vraiment, pour être en forme, en bonne santé, il faut avoir une activité physique régulière. Destination Notre-Dame du Rosaire de la Nomba, située au cœur de la cité SNI. C'était bien de l'avoir avec nous en tant que premier citoyen de la commune. C'est un signe d'adhésion à la communauté. Comme au début, une séance de fitness pour la boucle avant la remise des trophées aux vainqueurs de cette première édition. Voilà, nous quittons la séance de fitness à Ovendo et Escala-Lambaréné dans le Moyen-Nogoui, la vie de l'œuvre du docteur Albert Schweitzer au centre d'une conférence débat qui a réuni les membres de la Fondation, une activité qui entre dans la commémoration des 60 ans de la disparition du Grand Plan. Yves Malik depuis Lambaréné. Dans un hôtel de la place étaient réunis plusieurs têtes couronnées de la ville et de la pensée schweizerienne qui attentivement suivi les différents conférenciers qui ont rappelé le parcours exceptionnel de cet homme pluriel qui a consacré sa vie au service de l'autre. Né à Kaiserslautern, on l'a vu, mort à Lambaréné en 1965, il a passé sa vie en Afrique centrale. C'est donc un rendez-vous de plus où la vie de l'Alsacien a été au centre des débats. Son dévouement lui a valu des admirations et surtout la reconnaissance mondiale grâce au prix Nobel de la paix. Ce que l'on doit enseigner, c'est cet esprit du don de soi, tout en demeurant un être imparfait. Ces combats pour la vie, ceux contre la bombe atomique ou contre la colonisation, autant de thématiques qui ont été abordées. L'humaniste, le médecin, le théologien, le philosophe, vous voyez que tous ces aspects permettent de construire, donner un soubassement différent à un homme. Et il meurt. La modératrice, le professeur Solange Affen, épouse Nzenze, et ses pairs ont surtout voulu marquer d'une empreinte blanche les 60 ans de la mort du docteur Albert Schweitzer, qui est né en 1875 et décédé le 4 septembre 1965. Lui-même pensait que l'hôpital ne lui survivrait pas. Et il avait même préparé les choses en disant non, un jour, il faudra que ça s'arrête, etc. Schweitzer, je l'ai connu parce que mon père était un de ses amis. Papa Samuel écrit. Et quand papa quitte son village natal de Villeneuve en face de Montpellier, c'est pour se rapprocher de l'hôpital et de l'école. Albert Schweitzer, l'homme d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous restons dans cette localité et pour cette activité. Disons que la deuxième édition a également été riche avec des instants de prière œcuménique. On retrouve Yves Malik, notre correspondant régional. La deuxième journée des commémorations des 60 ans de la disparition d'Albert Schweitzer a débuté par une prière œcuménique réunissant différentes confessions religieuses, le tout en présence de plusieurs personnalités de premier rang. Dans un esprit d'unité, une procession s'est ébranlée vers la tombe de Luce disparu où une gerbe de fleurs a été déposée sous le prisme du recueillement. Parallèlement, une foire d'exposition a permis aux nombreux visiteurs de découvrir quelques clichés et objets personnels de l'homme qui résistent quelque peu au temps. Ça me fait tellement plaisir parce que c'est des choses dont j'avais entendu parler, mais je n'avais jamais vu. Et aujourd'hui, venir dans ces lieux, voir toutes ces expositions-là, ces documents aussi historiques. Pour l'occasion, dans sa chambre, on a joué de Jean-Sébastien Bach, compositeur organiste allemand dont était fan Schweitzer. L'homme était fortement attaché au Gabon et pour qui l'idée du bien était la chose la mieux partagée. Nous, en tant que Gabonais, nous devons capitaliser son héritage. À travers ces activités, les organisateurs veulent perpétuer l'œuvre et sa mémoire. Alors Schweitzer a choisi d'aider l'autre dans, effectivement, tout ce qui concerne la santé. C'est très noble. Nous nous efforçons de tous y adhérer et de faire en sorte que la marque de l'hôpital Schweitzer soit celle, effectivement, du respect
de la vie. Ces moments ont pris fin par un repas fraternel, le tout dans une ambiance conviviale, en faisant le vœu que l'esprit de Schweitzer demeure infiniment bien au cœur des vivants. Du sport pour la boucle de cette édition d'information, fin de la Coupe Interunité du commandement en chef de force de police nationale au terme d'un mois de compétition. La finale a opposé l'équipe des forces de police à celle de la direction de la sécurité publique. Les détails avec Lionel Mboutsou et Stan Manika. Initiée pour renforcer les liens sociaux professionnels des agents, la Coupe Interunité du commandement-chef des forces de police nationale vient de rendre son verdict après un mois de compétition. Au stade d'Inzanyon, la finale oppose l'équipe du commandement-chef face à celle de la direction de la sécurité publique. Dès l'entame, les deux équipes se neutralisent. Technique et tactique, l'équipe du commandement-chef multiplie ses offensives jusqu'à trouver le chemin de filet peu avant la pause. Au retour des vestiaires, l'équipe de la sécurité publique classe un 4-4-2. Malgré sa domination, l'attaque reste muette devant le but adverse. Au terme des 90 minutes de jeu, c'est finalement l'équipe du commandement-chef qui l'a emporté sur le score de 3 buts contre 2. On va maintenir l'équipe, on va essayer de revenir retoucher ce qui n'a pas marché. Et au passage, je salue nos adversaires qui n'ont pas démérité, qui sont arrivés jusqu'en finale. Et malheureusement, lors d'une finale, on ne retient qu'un seul vainqueur. Et c'est nous. Une saison sportive réussie qui s'achève sur une note de satisfaction. Une note véritable de satisfaction, oui, parce que le commandant-chef de force de police nationale, le général de corps d'armée Serge Hervé Ngoma, ne ménage aucun effort pour le développement du sport au sein des forces de police nationale. Donc c'est une satisfaction pour nous, pour les sportifs et pour tous ceux-là qui ont participé à cette belle fête sportive qui prend fin. Cross, course de relais, carrousel exécuté par les élèves des forces de police nationale, autant d'activités ont ponctué cette finale. Maintenant, quelle unité sera championne à la prochaine édition? Fin de votre édition d'information de 13h sur Gabon Première, 20h. Mariama Abba pour vous informer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et bon dimanche à tous.